Bonjour, cours 19 du 6 avril. Alors c'est le dernier cours, la dernière séance du moins sur le thème du regard croisé sur le chômage qui associait le chômage comme en fait prétexte à présenter quelques informations et surtout faire un parcours d'histoire de la pensée économique appliqué à ce thème du chômage. Alors pour terminer ce long parcours sur le chômage, en guise de conclusion, je vais utiliser un panorama sur les politiques de l'emploi. Comme ça va vous faire une grille assez claire, je pense, et qui va permettre comme ça de terminer ce parcours sur un aspect plus concret, hein, qui voit la traduction des différents regards que l'on a pu rencontrer sur le phénomène du chômage. Alors, les politiques de l'emploi, on ne va pas en faire un catalogue exhaustif. J'ai essayé d'avoir une grille de présentation et sans être très original, la grille qui marche bien, c'est celle qui s'appuie sur la distinction entre les politiques de l'emploi dites passives et les politiques de l'emploi dites actives. Alors les politiques passives ou les politiques de soutien à l'emploi, ce sont des politiques, en quelque sorte, le chômage est là et on va essayer d'en atténuer les conséquences économiques et sociales. Et les politiques actives, elles, seront des politiques davantage centrées sur la création de l'emploi. Alors il ne faut pas faire une guerre de tranchées, c'est une distinction qui est commode pour l'esprit, qui correspond quand même à une certaine vérité, si vous voulez, quand on confronte tout ça avec les faits. Donc on va s'appuyer là-dessus. Alors, les politiques, tout d'abord, dites passives, alors on peut en distinguer essentiellement deux volets. Le premier volet, ça regroupe tout ce qui correspond à l'aide aux chômeurs face à l'absence de salaire. Pas de rémunération, puisque pas de travail fourni, puisque situation de chômage. Alors, il faut voir que cette question a évolué au cours du temps. En gros, jusqu'au 19e siècle, bien entamé, voire vers la fin du 19e siècle. On avait vu d'ailleurs que cette question de chômage était encastrée dans la notion de pauvreté. Ça avait été un gros morceau de notre premier paragraphe sur les premières séances. Et en fait, cette aide, elle est laissée à l'initiative privée. Ce sont les institutions caritatives, le plus souvent religieuses, quelques caisses de secours mutuels instituées par des ouvriers eux-mêmes. Au XIXe siècle, alors les ouvriers les plus qualifiés, ceux qui peuvent cotiser pour se couvrir un petit peu l'ancêtre des mutuelles, pour la plupart des ouvriers, c'est une impossibilité majeure du fait de la faiblesse des rémunérations. Et donc, bon, ce sont les dames patronesses, c'est toute la version, disons, de la charité liée aux églises et de l'aide à son prochain. Voilà. Alors, dans un second temps, cette aide a été, il n'y a pas de rupture comme ça majeure, mais progressivement, il y a un glissement vers plus d'institutionnalisation, plus systématique, et donc c'est la création de droits par rapport à la charité, c'est l'éternel débat, la charité ou des droits. Donc progressivement la question des droits prend de plus en plus d'importance à la fin du XIXe siècle, avec ce qu'on appelle la question sociale, ces réflexions jusqu'à l'Assemblée nationale, où un député pose ce qu'on appelle la question sociale. Il interroge ses collègues à la tribune en leur disant comment se fait-il qu'il y ait autant de pauvreté dans un pays riche. Et donc cette question sociale va alimenter, après avoir été longtemps mise en gros sous le tapis et déléguée au bon cœur
de la charité va de plus en plus être traité institutionnellement, et donc ça va être les premiers balbutiements de l'État-providence. Alors, on a par exemple la dole en Grande-Bretagne à la fin 19e, début 20e, qui est un petit peu l'ancêtre de l'assurance chômage. Il y avait en Angleterre des lois sur les pauvres depuis assez longtemps, qui allaient, qui venaient, avec des débats, faut-il conditionner l'aide aux pauvres à un travail, oui, non, et donc avec de nombreuses réformes et des allers-retours. L'Allemagne de Bismarck à la fin du 19e siècle a aussi jeté les bases, on le rappellera, d'une protection sociale un peu structurée. Alors, les initiatives privées ne disparaissent pas, mais c'est de plus en plus l'État-providence qui va être la machine principale de ces politiques passives, et avec donc la création de la sécurité sociale à partir de la mi-20e siècle. Voilà. Et à la période actuelle, à peu près les 30 dernières années, avec le développement donc, du chômage de masse, le rôle de l'État-providence ne recule pas, contrairement à ce qu'on raconte. Les dépenses engendrées sont de plus en plus conséquentes. En tendance, on peut trouver des à-coups ici ou là, mais sont de plus en plus conséquentes. Et la question, c'est finalement cet État-providence. Un historien du social, Pierre Rosanvallon, qui est professeur au Collège de France, dans les années 80, au début des années 80, a écrit un tout petit opuscule, mais très très puissant, sur la crise de l'État-providence, où il distinguait en fait les trois crises de l'État-providence. Crise de légitimité, on s'interroge sur est-ce qu'il faut que l'État, donc c'est un débat qui revient dans les années 80, est-ce qu'il faut que l'État prenne en charge, ou est-ce qu'il faut que l'initiative privée des individus monte au créneau. Crise de financement, avec la montée du chômage de masse, le retour de la pauvreté, les budgets sociaux sont mis sous tension, d'autant plus qu'ils ont des situations de crise économique, il y a des choix économiques et sociaux qui sont faits, qui mettent donc en tension le financement de cette crise de cet État-providence, et qui provoquent donc une crise de financement et crise d'efficacité, puisque finalement on a l'impression qu'on engloutit de plus en plus de fonds, en moyenne, alors au-delà de quelques élections ici ou là, mais globalement la tendance droite-gauche ne change pas toujours grand-chose, et on s'aperçoit que ces dépenses sociales, on se demande si elles vont vraiment n'ont pas perdu en gros en efficacité. On a l'impression que le phénomène ne réagit pas toujours à l'accroissement de certaines dépenses sociales. Donc crise de financement, crise d'efficacité et crise de légitimité, nous dit Pierre Rosanvallon. Ce n'est pas la disparition des initiatives privées, elles contribuent de plus en plus avec l'État, à côté, en collaboration, à renforcer ou à rétablir un lien social distendu ou rompu par l'absence d'emploi, et donc à côté des institutions caritatives, religieuses, laïques assez anciennes. C'est le renouvellement de certaines formes dont la vision la plus peut-être connue est l'association des Restos du Cœur. Cette aide aux chômeurs est en liaison avec l'État-providence. Elle a deux logiques, on peut le rappeler, on avait parlé dans le Grand 1, mais la logique en gros de l'assurance, c'est la tradition fin 19e de Bismarck, où seuls les assurés qui travaillent et qui ont cotisé bénéficient de prestations. Donc je travaille, donc je cotise, donc j'ai droit si je suis exposé au risque social. Donc c'est je travaille, je cotise pour l'assurance chômage, et donc si je suis au chômage, suivant les conditions des barèmes du moment, j'ai droit à une indemnisation du chômage. Donc ça c'est la logique, disons, bismarckienne, de la couverture des risques sociaux et du risque chômage en particulier par l'assurance.
ce qui va poser éventuellement la question de ceux qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas assez cotisé ou pas cotisé, et donc où il risque d'y avoir des trous dans la raquette, comme on dit, c'est-à-dire des personnes qui échappent à la couverture par la protection sociale. Et puis vous avez une deuxième logique, qui est la logique dite de l'assistance ou de la solidarité, puisque l'assistance a parfois mauvaise presse comme expression, donc j'emploierai les deux. Voilà. Et ça, c'est plutôt la logique beveridgienne qu'on doit à Beveridge. Nous en avions parlé. Beveridge, on avait parlé dans le Grand 1, qui a fait en 1942 des rapports et où il réfléchissait à jeter les bases de ce qui sera la protection sociale après la Seconde Guerre mondiale. Et on avait dit à peu près tous les pays se sont inspirés du rapport Beveridge. Alors on piochait ici ou là, ensuite on fait leur propre construction, mais de manière à bâtir un système de protection sociale qui correspondait à leur situation socio-politique. Voilà. Et donc là, c'est plutôt la logique de l'aide à tous sans condition de cotisation. Alors c'est pas forcément plus vertueux que la logique bismarckienne. C'est souvent plutôt un financement par l'impôt que par la cotisation sociale. Et donc là, on va par exemple retrouver le système de santé britannique qui repose sur une logique davantage d'assistance et logique beveridgienne. Et donc, il faut voir que ces logiques ne sont pas exclusives, puisque si vous prenez nombre de risques sociaux, par exemple, pour un pays comme la France, et en particulier le chômage, eh bien, vous avez une couverture de ce risque, pour une part, suivant une logique bismarckienne, avec l'assurance chômage. Tout le système, je travaille, donc sur le bulletin de salaire, il y a des cotisations sociales, alors employeurs, salariés. Et là aussi, arrêtons les débats pour savoir si c'est les employeurs ou les salariés qui paient, est-ce qu'on augmente les cotisations des uns ou des autres. Dans les deux cas, dans tous les cas, ce sont les salariés qui, au final, payent les cotisations. On peut, voilà, vous donner, on peut réduire si on augmente les cotisations sociales aux employeurs, ça vous fait moins de salaire direct et inversement, mais au final, c'est toujours le salarié. Ces débats, ces guerres picrocolines là, pour savoir si on augmente de quelques pourcentages les cotisations employeurs ou salariés, ça résiste pas à l'analyse économique qui nous montre bien qu'in fine, ce sont les salariés qui paient la protection sociale. C'est absolument évident. Donc, à côté de cette logique d'assurance pour couvrir les risques sociaux, en particulier le risque social du chômage, puisque c'est notre thème, eh bien, vous voyez bien qu'il y a des logiques de solidarité, c'est-à-dire que pour les gens qui sont en fin de droit, alors ils vont être éligibles éventuellement à d'autres dispositifs de solidarité, d'ailleurs on les appelle, et puis si ces dispositifs propres à l'emploi arrivent à s'épuiser ou que vous, pour une raison X ou Y, vous ne remplissez pas les critères, eh bien depuis la création du RMI et du RSA, ces revenus sans cotisation préalable, donc ces revenus versés dans une logique d'assistance, une logique de solidarité, une logique beveridgienne, eh bien ces revenus attachés au risque social de pauvreté deviennent le filet de sécurité des chômeurs en fin de droit et qui ont épuisé les possibilités de tout l'État-providence pour sa partie chômage, et c'est la partie pauvreté qui prend le relais à travers ce revenu minimum. Voilà, donc voilà quelques mots sur les politiques passives pour leur volet d'aide aux chômeurs, compensation des rémunérations du travail perdu. Et on peut également faire apparaître l'idée qu'il y a un certain nombre de mesures dans ces politiques passives, alors qui sont sur notre volet, qui sont des mesures visant à limiter l'offre de travail. Donc des mesures visant à limiter l'offre de travail. Alors, ces mesures peuvent jouer
souvent, alors sur la population, on le voit dans plusieurs pays, quand il y a des tensions, ça peut être sur la politique migratoire que cela porte. Donc, ça peut être sous les années, le début du septennat Giscard d'Estaing, au début de la crise des années 70, avec les propositions de donner une prime pour les travailleurs immigrés qui voudraient rentrer au pays, les mesures Stoléru, bon, qui avaient eu assez peu de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Espagne, plus récemment, dans la crise des subprimes, qui n'est pas une crise américaine, qui touche largement au-delà des États-Unis en 2007-2008, cette crise financière, eh bien, l'Espagne, après avoir légalisé quand même pratiquement 800 000 migrants clandestins, ce qui quand même donne le vertige par rapport à certains de nos débats pour quelques poignées de travailleurs migrants, eh bien, l'Espagne va, en même temps, ou quelques années après, freiner, essayer de freiner les migrations, puisque, avec la crise du subprime, eh bien, elles veulent freiner un petit peu les populations qui viendraient en situation de chômage, parce que, avec la conjoncture économique qui s'effondre, on aurait moins besoin de main-d'œuvre, notamment, par exemple, en Andalousie, dans le travail, dans les serres autour d'Almeria, dans les cultures agricoles. Donc, c'est souvent sur la politique migratoire que va porter l'action. Et au-delà des questions, je dirais, de morale, de droits de l'homme, etc., qui sont pas, je m'en moque pas, hein, mais voilà, mais je ne me mets pas sur ce registre-là, sur la question posée à l'économiste. Moi, j'avais fait une conférence pour l'UTL il y a quelque temps, où on me demandait de faire le point sur ce qu'on savait scientifiquement sur l'impact des migrations sur l'activité économique. Bon, j'avais un peu renvoyé finalement dos à dos ceux qui nous disaient que c'était une chance pour l'économie, c'est pas montré, et ceux qui disaient que c'était un problème pour l'économie. La réponse, alors bien sûr, avait été un peu décevante pour les deux camps extrêmes, mais qui était une relative neutralité. Quand on prend un petit peu, qu'on compile ce que j'avais fait, toutes les différentes études scientifiques, pas idéologiques, mais scientifiques, voilà. Et en fait, les migrants se substituent assez peu aux locaux. Hein, il y avait des mesures d'élasticité, de substitution, là. Et c'est-à-dire qu'en gros, ils occupent des emplois qui autrement ne sont pas pourvus, des productions qui seront insuffisantes ou inexistantes s'ils n'effectuent pas ces jobs. Donc, dans le bâtiment, le génie civil, le salariat agricole, on l'a bien vu avec la crise du Covid et les moments de fermeture des frontières, la panique des cultivateurs dans le Roussillon ou dans l'Hérault ou dans les zones de production, voilà, de fruits dans la Drôme. Hein, il y avait des dérogations en masse pour permettre aux cueilleurs de pays d'Europe de l'Est en particulier de venir, sans quoi c'était la panique. En gros, on nous disait il y a un an, les cultures vont pourrir, les fruits vont pourrir sur les arbres, dans les champs, etc. Donc, on voit bien que, alors qu'il y avait nombre de chômeurs, bon, il y a eu l'épisode tenté d'envoyer les quelques personnes confinées ramasser, mais enfin, ça a été un flop complet. Donc, la politique visant à réduire la population active potentielle pour alléger le chômage n'est pas d'une efficacité quand on prend les moments de l'histoire. Et puis, par contre, on voit, alors ça ne veut pas dire que c'est efficace, mais on a vu se multiplier dans l'histoire récente des 30-40 dernières années la multiplication de mesures visant à réduire le taux d'activité ou l'abandonner, cette activité, de façon à réduire l'offre de travail sur le marché. Et peut-être à ce moment-là, alléger les tensions sur le marché du travail. Alors, ça peut être pousser à l'allongement des études, mais là, bon, c'est dans une logique un peu structurelle et qui dépasse le simple allègement conjoncturel de la pression sur le marché du travail. C'est plutôt l'incitation au temps partiel,
hein, qui peut être une voie assez fréquente. Alors après, peut-être que c'est un peu genré, hein, puisque c'est plutôt une incitation qui porte de fait plus souvent sur la population féminine que sur la population masculine. L'incitation à l'abandon d'une activité professionnelle, donc le retour, non pas d'un actif qui perd son emploi vers le chômage, mais le retour vers l'inactivité. Alors ça, c'est la grande mesure. C'est le Japon. C'est le Japon, c'est la grande mesure anti-chômage. Quand l'activité se réduit, l'ajustement se fait en grande partie par la population féminine, et population féminine qui ne retourne pas sur la case chômage, mais qui retourne directement à la maison et donc passe dans la catégorie inactive, ce qui permet d'avoir un moindre chômage donc sur la situation japonaise. Donc il me fait méfier parfois des statistiques. Et pour la France, alors ça a été surtout l'usage, voire immodéré, des cessations progressives ou précoces d'activité. Donc toutes ces situations où on a permis, en cas de licenciement, à des personnes à quelques années de la retraite de partir directement en situation de pré-retraite, plutôt que d'être en situation de chômage, relever de l'indemnisation, des droits éventuellement qui disparaîtraient. Donc pour des mesures sociales, donc effectivement, ça permet de retirer des gens du marché du travail, d'alléger la pression sur les chiffres du chômage, mais alors de point de vue microéconomique, du point de vue de l'individu, cela peut être tout à fait souhaitable. En général, certains, peut-être que vous l'avez vécu, mais enfin, nombre de personnes s'en portaient très bien, n'attendaient que ça avec impatience pour certains, surtout s'il y avait des plans c'était couplé avec des indemnisations qui pouvaient être parfois généreuses dans certaines activités. Et Tarbes connaît ça très bien. Mais enfin, au bout du compte, c'est le sapeur camembert. On bouche le trou du problème du chômage en creusant celui du financement des protections sociales. Et donc, bien sûr, on voudrait avoir et les régimes sociaux équilibrés et le chômage qui disparaît, mais on s'aperçoit qu'en général, on déplace le problème de l'un à l'autre. Donc voilà, donc voilà un petit peu le panel de ces mesures qui réduisent le taux d'activité et qui, au final, sont quand même des mesures très conjoncturelles. Alors, c'est pas du tripatouillage, mais enfin, ça pose un énorme problème au-delà du financement et des trous du financement de la protection sociale, parce que si on se place non pas à court terme, ce qui est l'horizon souvent politique, ou du problème qu'on a sur les bras, ce que je comprends tout à fait, hein, mais si on se place dans une perspective un peu plus de long terme et macroéconomique, on sait quand même que la croissance pour un pays, ça dépend donc de facteurs d'offres, hein, il n'y a pas à débattre là-dessus, c'est bien établi, c'est-à-dire sur long terme, la dynamique de croissance, ça dépend de la croissance de la population active, ça dépend des gains de productivité et du progrès technique, et on rajoute aujourd'hui de la qualité des institutions. Et donc, toutes ces mesures visant à limiter l'offre de travail, finalement, sont des politiques qu'on peut qualifier un petit peu de malthusiennes, c'est-à-dire qu'elles peuvent temporairement permettre de mettre un pansement sur un problème social, mais en fait, elles obèrent bien au-delà du financement de la protection sociale, elles obèrent la croissance à long terme et le développement, hein, puisqu'on soustrait la population active. Alors, il ne s'agit pas d'être nécessairement productiviste, mais il s'agit de faire remarquer que ce sont des besoins sociaux qui ne seront pas couverts, ou alors que l'on fera couvrir par des productions importées de l'étranger. Et donc là, on va trouver des situations intenables, hein, où on a des gens qui vont vouloir, à la limite, bon, sans culpabiliser, mais je veux partir en situation progressive d'activité, je voudrais que les budgets sociaux soient équilibrés, je voudrais que la production soit française, etc. Bon,
eh bien, on arrive presque dans une situation de relative incompatibilité ou de grande difficulté de la compatibilité. Donc, voilà, ces mesures de réduction de l'offre de travail sont des mesures de réduction de l'activité, finalement, sur moyen et long terme, et sont des mesures qui alimentent la faiblesse du taux de croissance de l'économie, alors qui encore une fois, c'est pas une fascination pour l'augmentation du PIB avec toutes ses limites, mais si vous prenez le mot croissance au sens de développement, ce sont des mesures qui visent, en limitant l'offre de travail, à limiter le développement d'une société à moyen long terme. Donc c'est quand même un problème assez important. Alors c'est d'ailleurs pour ça que les politiques de l'emploi s'appuie aussi sur un autre volet, le volet des politiques dites actives, mais avec quand même dans l'idée que si on prend, je vois en 2018, là je regarde quelques chiffres, les dépenses pour les politiques de l'emploi, 66 milliards d'euros, 3% du PIB, c'est 0,7 points pour les mesures actives et 2,3 points pour les mesures passives. Donc peut-être pour la France, c'est une partie du chômage qui perdure vient peut-être du fait qu'on a beaucoup de politiques passives. Alors c'est très bien, on va aider les chômeurs, mais beaucoup de mesures en fait malthusiennes qui brident le développement de la société et de l'activité et donc qui font qu'on a un chômage qui persiste plus que certains de nos voisins. Donc, on va regarder ces politiques actives. Alors, toujours pareil avec quelqu'un, en essayant de classer un petit peu les choses pour que vous y retrouviez bien, que vous ayez les idées les plus claires possibles. Alors, ces politiques actives, on peut tout d'abord regarder des politiques visant à l'amélioration de la qualité de l'offre de travail. Donc ici, vous retrouvez des questions que nous avons eues précédemment quand on articulait les questions du chômage avec l'histoire de la pensée économique. Ce sont des situations de chômage donc structurel, de chômage classique en particulier, et donc ce sont des situations où la rémunération n'est pas en phase avec la productivité des travailleurs ou de certains travailleurs. Et donc, on avait parlé, cela pourrait être réglé artificiellement par une réduction des rémunérations. Donc, on peut jouer sur les cotisations, mais sur les salaires, cela paraît difficile. On n'est pas, quoi qu'on en dise, au XIXe siècle. Et par contre, c'est en prenant le problème de l'autre côté, si les rémunérations ne sont pas en phase avec la productivité de certains travailleurs, alors l'idée, ce serait d'essayer d'améliorer la productivité de ces travailleurs, et donc en améliorant la qualité de l'offre de travail via la formation. Alors, on voit que c'est une réponse qui ne porte pas ses fruits de façon immédiate. Donc, c'est toute la question du temps des mesures et du temps du calendrier politique. C'est bien gentil de prendre des mesures peut-être efficaces, peut-être, mais si vous prenez ces mesures, vous aimeriez bien, si vous êtes au pouvoir en être crédité. Repensez à la fameuse inversion de la courbe du chômage et de François Hollande. Alors, je ne sais pas si on peut résumer sa candidature ou son absence, ou son retrait uniquement par ça, mais enfin, à quelques mois près, l'inversion a eu lieu simplement, c'était trop tard par rapport aux déclarations de candidature, et comme il en avait fait un petit peu un enjeu, voilà. Donc le temps politique et le temps des mesures ne collent pas forcément, et la formation c'est quelque chose, alors de long, ça ne veut pas dire renvoyer tout le monde à l'école pour avoir le bac et passer 5 ans pour avoir un master, c'est pas ça. Mais ça veut dire que pour certaines populations, ça peut passer par des mesures
de formation, on va dire, initiale, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, si vous ne lisez pas correctement le français, vous ne pouvez pas lire une fiche de consigne de sécurité sur certaines machines, et donc cela pose problème. Et donc, voilà, si vous ne maîtrisez pas assez les bases de lecture, écriture et compter, vous ne pouvez pas suivre certaines formations, même de niveau pas très élevé. Donc, pour certaines populations, la formation initiale reste l'obstacle à lever, hein, et donc c'est parfois difficile de renvoyer des gens, on se rend compte qu'ils sont on va dire illettrés ou anumériques quand ils ont 35, 40, 45 ans. Hein, c'est pas évident. Parfois, ces personnes, bien avant des problèmes de formation, il y a des problèmes sociaux, hein, on avait parlé, si ça fait 4 ou 5 ans que vous êtes à la rue, que vous avez des problèmes psy, que vous avez développé des maladies, des pneumonies ou des choses comme ça, avant de vous envoyer en stage de formation et d'améliorer dans la qualité de l'offre de travail, il y a tout un tas de choses qui sont simplement de la remise en condition de la personne, quoi, sur des basiques de vie et de survie, même avant peut-être la question de lire-écrire, quoi. Donc voilà, il y a aussi ça. Et après, bon, il y a les aspects de formation continue, avec les formations donc, en cours d'emploi, et donc avec, pour la France, donc on en parle un peu moins actuellement, là, parce que le Covid surplombe tout, mais des tentatives d'évaluer les sommes liées à la formation continue, donc nous parlons sur 30 à 40 milliards annuels, un ordre de grandeur, parce qu'on est bien en peine de lister toutes les dépenses de formation continue, ce qui paraît assez hallucinant. Et donc les estimations tournent autour, voilà, j'avais vu autour de 30 à 40 milliards annuels, une paille. Et le deuxième problème, c'est que bon, on ne sait pas trop à qui ça va et encore moins quelle efficacité, quoi. Et donc, comme toujours, quand vous avez du relationnel, des milliards qui passent, eh bien, il faut être sous la gouttière. Donc, je l'avais dit, il y a tout un tas de coachs plus ou moins improbables qui s'improvisent pour essayer de capter des subventions, avoir une rémunération. On les comprend, hein, il faut bien vivre, mais enfin, pour un service rendu à la collectivité dont on peut légitimement interroger la pertinence, sans parler, alors je ne dis pas que tous ces milliards sont détournés de cette façon-là, mais vous avez quand même aussi, ça a été bien étudié, quoi, les sectes qui se sont abattues là-dessus, et donc on a des gens en difficulté qu'il faut aider, il y a de la relation humaine, hein, et donc, alors finalement les coachs sont les moins dangereux, ils vivent un peu sur la bête, mais c'est plutôt voilà, toutes les sectes qui essaient sur des gens en difficulté, qui sont en recherche de solutions, ils se présentent, ils ont des moyens, etc. Et donc, on voit, alors ils ne s'affichent pas à visage découvert, si vous voulez, mais ils sont présents en créant un certain nombre d'officines, d'instituts de développement personnel. Voilà, et donc il y a sûrement pas mal de ménage à faire. Et puis, il y a quand même de la formation continue qui fonctionne. Voilà, alors la question c'est est-ce qu'on attend pour enclencher la formation continue que la personne soit au chômage, elle est au chômage, donc il faudrait mettre en place un stage, mais lequel, etc. Donc on va monter le stage, alors 18 mois se sont passés, et puis il y a ça existe dans certains pays, hein, il n'y a pas de fatalité, même en France, dans certaines entreprises, souvent qui prennent ça à bras le corps, et donc en interne parfois, ou de façon publique et organisée et collective, pour les pays les plus, en Europe du Nord souvent, hein, eh bien on va avoir ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle de l'emploi, où on va essayer de détecter les évolutions, les tendances. Alors c'est compliqué, il faut faire presque de la prospective en permanence, et l'idée c'est de détecter les compétences et les besoins pour demain, et de peut-être qu'une personne perde non pas son emploi, mais
puisse changer en gros d'activité sans perdre son emploi, sans passer par la case chômage avec les problèmes de difficultés, de rémunération, de couverture sociale, puis bon, psychologiquement, quoi. Donc toute la gestion professionnelle de l'emploi, très compliquée, c'est facile à dire quelques mots comme ça devant la caméra, mais voilà, prospective et essayer d'anticiper les évolutions pour quand les problèmes arrivent, on soit prêt et que les gens aient la formation et puissent, en gros, en douceur, prendre les virages qui s'imposent. Et donc, ça demande, c'est une grande complexité. Donc, mais on voit quand même qu'il y a des pays d'Europe du Nord qui arrivent davantage à tirer le épingle du jeu par ce genre de politique. Voilà. Donc, améliorer la qualité de l'offre de travail. Tout le monde est d'accord, là jusqu'à l'écriture du titre, ça ne passe pas de problème. C'est juste après, au niveau de la réalisation, que cela se complique. Et donc vous avez vu qu'il y a aussi des arrangements peut-être institutionnels, sociopolitiques, qui permettent peut-être plus ou moins facilement de passer à ces gestions. Il faut quand les salariés et les employeurs dialoguent, discutent. Donc là aussi, si vous êtes dans une logique d'affrontement, c'est quasiment impossible. Si vous êtes alors après, si vous êtes dans une logique de coopération, de collaboration, vont dire certains, voilà. Voilà, si vous coopérez pas, si vous parlez pas, s'il n'y a pas un dialogue, ça n'empêche pas d'être en conflit, voilà. Mais s'il n'y a pas un dialogue social un peu efficace, c'est sûr que ces questions de gestion professionnelle de l'emploi ne peuvent pas être abordées, et donc on ne bouge au mieux que lorsqu'il y a le chômage massif. Ah, ils sont chômeurs, ah, il faudrait faire quelque chose, voilà. Mais le mal est déjà fait. On s'appuie sur dans ce regard croisé là, cette année sur l'articulation avec les études, les réflexions intellectuelles sur le chômage. Et donc vous avez, quand on a parlé des nouveaux keynésiens et des asymétries d'information en particulier, ou des asymétries de position, des asymétries face au risque, dans les asymétries de position, eh bien, par exemple, les travaux ont montré assez nettement ce qu'on appelle un effet d'hystérèse, un effet hystérèse, HY. Et cet effet d'hystérèse, c'est l'idée que lorsqu'un phénomène se produit, il a des conséquences, et parfois lorsque le phénomène cesse, les conséquences se maintiennent. Et donc, ce qui peut passer pour un pur jeu intellectuel, si vous l'appliquez au chômage, eh bien c'est avec ça que nombre d'études ensuite appliquées, pratiques, statistiques, ont montré que lorsque des personnes se trouvaient au chômage, donc on va dire un chômage conjoncturel par exemple, eh bien s'ils se trouvaient loin de l'emploi et du marché du travail pendant longtemps, eh bien, ils risquaient de devenir des chômeurs qu'on appelle structurels, c'est-à-dire que devenir inemployables pour l'économiste. Et donc, ces analyses préconisaient le fait qu'il fallait essayer de minimiser, voire d'annuler le temps passé au chômage, et de façon à ce qu'il n'y ait pas ce glissement, parce qu'un chômage conjoncturel, si l'activité repart, vous avez des chances de vous retrouver repris sur le marché du travail. Par contre, si vous glissez dans le chômage de longue durée, on va commencer à regarder vos trous dans le CV, mais est-ce que vous êtes vraiment compétent, est-ce que vous n'avez pas décroché, etc. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez à tourner au mieux sur un segment plus précaire du CDD, de l'intérim, ce qui est déjà énorme pour beaucoup, voire être complètement exclu du marché du travail. Et donc, vous voyez, encore une fois, les études, la théorie n'est pas quelque chose de découplé dès l'instant qu'elle est articulée avec les faits, hein, c'est la science, confrontation des théories et des faits. Et donc, cet effet d'hystérèse amène à militer énormément pour cette gestion professionnelle de l'emploi, pour éviter que les situations de chômage ne durent, et donc de raccrocher, alors par tous les moyens excessifs, mais enfin de raccrocher très fortement et très vite les gens qui décrocheraient, et si possible anticipant, et éviter qu'ils se retrouvent exclus même sur un temps court, exclus du marché du travail. Voilà donc autour de cette amélioration de la qualité de l'offre de travail. Alors on peut également, dans un deuxième point,
regarder des mesures visant à stimuler la demande de travail, donc la demande de travail des employeurs, essayer qu'ils embauchent davantage. Alors on peut ici distinguer des politiques économiques, disons, générales, visant cet objectif, et des politiques plus ciblées sur l'emploi lui-même. Alors pour les mesures de politique économique générale, eh bien, ce sont des mesures visant c'est de stimuler la demande effective plutôt keynésienne, donc de stimuler la composante, puisque vous avez compris que le chômage n'était pas à 100% d'une façon ou d'une autre. Donc pour sa composante conjoncturelle keynésienne, eh bien, si le rythme de l'activité est plus soutenu, les employeurs ont des vues sur l'avenir peut-être plus favorables, les carnets de commandes, comme ils disent, se remplissent, et à partir de là, s'ils anticipent des carnets de commandes plus remplis, si ces carnets de commandes se remplissent effectivement, ça peut au bout d'un moment être un déclencheur pour peut-être au début embaucher quelques intérimaires si on n'est pas sûr, voilà, et si la tendance se confirme, à ce moment-là, peut-être embaucher quelqu'un avec des CDD, puis peut-être convertir au moins quelques heures en CDI, et donc faire repartir ainsi l'activité. Donc les mesures de stimulation de l'activité, quand cette activité est déprimée, quand c'est vraiment la cause, peuvent participer indirectement à la politique de l'emploi en dynamisant l'activité économique. Et des mesures de stimulation de la demande de travail des employeurs par des mesures plus spécifiques pour stimuler la création d'emplois. Alors là, on a toute une palette, plus ou moins heureuse d'ailleurs. Dans ces mesures spécifiques pour stimuler la demande de travail, donc la création d'emplois, c'est alors une question liée tout d'abord au gain de productivité. Souvent, on a l'impression que si on était moins productiviste, si on recherchait moins de gains de productivité, à ce moment-là, mécaniquement, on aurait moins d'emplois détruits, voire plus d'emplois créés. Et donc, ce paradoxe productivité-croissance, là aussi, est un grand classique en sciences économiques. Et effectivement, si arithmétiquement, toute chose égale par ailleurs, de moindres gains de productivité permettent d'avoir peut-être une croissance plus riche en emploi, je vous rappelle quand même que sur moyen et long terme, le développement économique repose, je vous le rappelle, sur la dynamique de la population active et la dynamique des gains de productivité via le progrès technique, plus la qualité de l'arrangement institutionnel. Et donc, comme tout à l'heure, les cessations progressives d'activité et les pré-retraites avaient permis peut-être de soulager à court terme les situations sociales, mais avaient obéré la trajectoire de création d'emplois et de la production, la satisfaction des besoins. Voilà, il ne s'agit pas uniquement d'emmagasiner, d'empiler des bagnoles ou des téléphones portables. On parle de produire pour satisfaire des besoins au sens de la définition d'origine. Voilà. Et donc à partir de là, de la même façon, freiner les gains de productivité pour préserver l'emploi est une illusion, c'est un mirage, puisque on obère toute la trajectoire tendancielle du développement des économies. Et donc, si on est improductif, ce sont les revenus qui s'effondrent et les emplois qui disparaissent de toute façon. Donc, paradoxalement, stimuler la productivité est peut-être la meilleure façon d'avoir de la croissance, du développement et de l'emploi. Et là, toutes les statistiques sont imparables quand vous étudiez, quels que soient les pays et les périodes, eh bien, ce sont toujours les moments où les gains de productivité sont les plus élevés que vous avez le plus haut niveau d'emploi et de croissance et de développement de ces sociétés. Alors, je ne parle pas de la répartition, mais globalement, plus les gains de productivité sont importants, plus on progresse en efficacité, plus le niveau d'emploi est élevé et plus le développement global des sociétés s'améliore, ce qui peut se comprendre assez bien. Alors c'est contre-intuitif, mais c'est tout simplement le fait qu'en ayant des gains de productivité, on gaspille moins de ressources. Et c'est des ressources qui sont rares. Alors je ne parle pas uniquement des ressources
naturelle, hein, mais elle participe aussi de ça. Et donc, les gains de productivité, c'est le moyen de ne pas gaspiller des ressources. Et donc, je vous rappelle que la science économique, c'est entre autres la science de l'allocation des ressources rares. Et donc, si on est improductif, on gaspille des ressources, et ces ressources étant en quantité limitée, généralement, on se sous-développe, si je puis dire. Hein, voilà. Donc, pas d'illusion sur le fait qu'en étant moins productif, voilà, on aura plus d'emplois et plus de croissance. C'est absolument l'inverse qu'on observe quand on fait tout simplement de l'histoire économique, alors un peu quantitative. Voilà, il faut vérifier ce qu'on raconte dans les chiffres et dans les travaux statistiques d'histoire quantitative. Ceci est bien démontré. On a eu, alors en fait, vous voyez, on voit des petits paradoxes, des choses contre-intuitives. Autre question, alors un peu moins chaude aujourd'hui, mais enfin, vous allez vite la reconnaître, c'est la question de la durée du travail. Alors, qui ne se réduit pas qu'aux 35 heures. Hein, et donc, si vous voulez, l'idée, c'est que, souvent avancé, si on réduisait le temps de travail, surtout si on le partageait, à ce moment-là, eh bien, il y aurait plus d'emplois pour tout le monde. Bon, de la croissance, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, au moins, l'idée qu'on se fait, c'est qu'intuitivement, il y aurait de la croissance pour tout le monde. Bon. Alors, c'est ce qu'on a entendu souvent au moment des 35 heures, avec le débat toujours pareil, est-ce que les 35 heures ont créé des emplois ou pas? Si oui, combien? Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Juste quand même vous faire remarquer, en prenant un peu de recul historique, hein, pour poser le problème, auquel bon, on ne répondra pas, on ne va pas faire une étude pendant 2 heures sur les 35 heures. De toute façon, on arriverait au constat que personne n'est d'accord. Mais si vous voulez, l'idée c'est en réduisant le temps de travail, ça permettrait de réduire le chômage. Alors si on s'appuie sur l'histoire, voilà, est-ce qu'on a des situations pour comparer qui soient assez proches? Il y a une chose qui est sûre, c'est que dans l'histoire, la relation n'a pas été manipulée dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans l'histoire, on s'aperçoit que les sociétés ont réalisé, depuis la révolution industrielle, ont réalisé des gains de productivité, ont fait des progrès de croissance et de développement, et ces fruits de la croissance, qui ont été répartis, qui ont été partagés sous forme donc de revenus, salaires, profits, et également en temps. Et donc, dans l'histoire, ce dont on est sûr, c'est que la croissance et le développement, par les gains de productivité, peuvent permettre de réduire le temps de travail et d'avoir du temps pour vivre mieux, pour faire autre chose que produire. Donc ça, la relation, alors ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, hein, mais tendanciellement, si vous prenez les statistiques, que vous preniez des bases annuelles, mensuelles, hebdomadaires, journalières, le sens de l'histoire, si je puis dire, hein, le sens de l'histoire, c'est la réduction du temps de travail. Mais c'est une chose de dire ça et de faire ce constat imparable quantitativement, et d'aller jusqu'à dire, si le sens de l'histoire, c'est la réduction du temps de travail, alors en réduisant le temps de travail, on réduira le chômage. Parce que là, on n'a pas de situation où on peut observer la relation dans ce sens-là. En général, hein, c'est plutôt la croissance qui permet de réduire le temps de travail. Maintenant, la durée du temps de travail réduite permettant de réduire le chômage et de permettre du développement, ça, je n'ai rien à vous proposer comme moment, je dirais, historique en appui. Donc, c'est pas une charge comme entre les 35 heures, mais l'argument qui est que ça va créer, mais ça va résoudre le problème du chômage. D'ailleurs, si vous interrogez parce qu'ils ont parlé, ils ont fait des livres, ils ont été interrogés. Si vous prenez les politiques Martine Aubry, par exemple, ou tous les gens qui étaient autour, le but des 35 heures, ce n'était pas la création d'emplois. Si vous y croyez encore, les concepteurs eux-mêmes disent que c'est pas ça l'enjeu. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça aurait été le bonus, si vous voulez, mais la vraie raison, ça a été expliqué, hein, c'est-à-dire que en jetant un petit peu ce pavé du temps de travail, c'était une façon à l'époque de provoquer, assez violemment, mais de provoquer une quasi-obligation des partenaires sociaux
à discuter et même plus exactement à reprendre un dialogue qui s'était complètement effiloché. Et donc quand la gauche lance le thème de la réduction du temps de travail, alors c'est une mesure sociétale qui au niveau des modes de vie, etc., n'est pas inintéressante, qui peut être reprise dans l'axe on se développe, donc on peut mieux vivre en ayant du temps pour soi, la culture populaire, on ne va pas être contre, l'université du temps libre en est un peu quelque part l'émanation, mais le vrai objectif c'était tellement énorme qu'il allait falloir reprendre un dialogue social qui était bloqué pour discuter de tous les problèmes qui n'étaient plus traités. Donc par exemple, je sais pas, dans les banques, les modes de vie avaient complètement changé et les banques avaient toujours leurs horaires des années 50 et 60 pratiquement, quoi. Donc en poussant, en lançant la discussion sur le temps de travail et les 35 heures, eh bien ça a obligatoirement forcé à remettre sur le tapis la question de l'ouverture, des horaires d'ouverture des banques, le samedi matin, éventuellement des modalités d'accès le samedi après-midi, des compensations salariales pour les gens qui feraient des permanences. C'est en gros pour essayer, par exemple, dans cette activité, que l'accès à l'activité bancaire, du moins physique, soit en phase avec une économie des années 90, 80-90, 2000, et non plus avec un modèle d'activité, de repos, un rythme de vie qui était encore dans les banques adapté à celui des années 60. Et si on prend cet exemple-là. Et donc, en gros, l'idée, c'était de forcer à une renégociation dans un dialogue social qui était tout à fait rompu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être en même temps où on avait l'impression que la France était en folie furieuse, les 35 heures, c'était soi-disant l'enfer, le mal absolu, enfin on sortait les pattes de lapin, les crucifix, on appelait les exorcistes. Cette une de Libé qui était assez phénoménale, je regrette à l'époque de ne pas l'avoir scanné pour ne pas l'avoir mémorisé, mais enfin elle doit se retrouver dans les archives, qui avait fait une avec un trombinoscope, en collant les photos, les portraits des responsables du MEDEF, alors du CNPF, du patronat français à l'époque, donc qui était avec Jean Gandois, patron particulier, mais avec une fibre sociale quand même, mais des grands patrons de grandes industries. Et donc cette une de Libé, vous mettez le trombinoscope des membres du bureau dirigeant du CNPF et mettez la mention par rapport aux 35 heures, leur position. Et en fait, c'était sidérant parce qu'il y avait le discours du patronat globalement qui alimentait les 35 heures, etc. C'est le diable. Et de l'autre côté, vous preniez les photos, passer aux 35 heures, ils sont passés parmi souvent les premiers, parce qu'ils ont bien vu qu'ils négociaient, ils pouvaient y tirer avantage pour la production, les syndicats avaient signé, donc ils sont pas bêtes, c'est que les travailleurs y avaient gagné également, et donc ils avaient trouvé un arrangement institutionnel. Est-ce que l'objectif c'était la création d'emplois, comme je semble le mettre dans ce paragraphe? Ben oui, je l'affiche comme ça, parce que c'est pour cela qu'apparemment on nous l'a vendu, mais en fait, on est presque hors sujet, je force un peu, mais c'était très marginalement la question de l'emploi, parce que sur cette question de temps de travail et emploi, là aussi c'est une vision malthusienne, c'est-à-dire que si vous partagez le temps de travail, ça veut dire que vous pensez que l'emploi est quelque chose de fixé, de borné, et ne peut pas être développé. Et on a rappelé plusieurs fois que je vous le dis que les grands facteurs de la croissance sur moyen et long terme, c'est la population active, les heures travaillées, les gains de productivité et la qualité des arrangements institutionnels. Donc si vous pensez que l'emploi est un gâteau à taille fixe et qu'on va partager en plus de convives pour régler le problème du chômage, c'est une illusion de court terme et une catastrophe pour le développement des sociétés, la satisfaction de leurs besoins. Et je répète encore une fois, sans parler d'un hyperproductivisme, satisfaire les besoins d'une population. Je n'ai pas compris qu'ils étaient satisfaits pour tout le monde sur ce qui pouvait être le niveau de vie moyen. Il y a quand même des gens qui souhaiteraient y accéder. Là, on n'est pas dans le fait de changer tous les 6 mois son téléphone. Ce n'est pas ce débat-là dans lequel nous sommes. Nous parlons de couvrir les besoins du standard de vie en 2020 dans une société. Voilà. Donc, le paradoxe de la durée du travail,
fausse solution, sûrement fausse politique active, mais en même temps dire ça, ne pas être contre les 35 heures, hein, mais voilà, il ne faut pas se tromper d'enjeu sur cette mesure des 35 heures. Autre sujet un petit peu chaud, dans la même veine, c'est la question, pardon, je vais un peu trop vite sur le plan, c'est la question de la, après donc le paradoxe des gains de productivité, le paradoxe du temps de travail, la question du coût du travail. Alors ça, on en use, on en abuse. L'idée, ce serait que si alors dans une logique, vous voyez, d'inspiration très, très néoclassique, hein, le chômage serait dû à un excès de salaire par rapport à ce qui serait souhaitable en moyenne sur le marché du travail. Et donc à ce moment-là, l'idée, c'est que si le salaire réel était flexible à la baisse, eh bien, on pourrait embaucher plus de monde. Alors si on trace les jolies courbes d'offre de demande, ça paraît imparable. La réalité est parfois plus complexe. Mais vous voyez, vous avez encore une fois une préconisation tout à fait d'actualité, et on voit qu'elle ne tombe pas du ciel, elle est liée à une grille de lecture. Hein. C'était un petit peu ce que je voulais vous montrer, que ces grilles de lecture d'histoire de la pensée économique, et c'est ce que vous sentiez confusément en faisant la demande de... Enfin, confusément ou pas d'ailleurs, hein, pardon, c'est ce que vous sentiez en faisant la demande qu'on aborde ces thèmes-là, même si c'est un petit peu complexe, ça tombe en plus au mauvais moment parce que c'est plus facile de le faire en présence dans un amphi avec vos réactions qu'à distance. Ça, on ne choisit pas. Et donc, voir qu'il y a ces relations. Et donc, le coût du travail nous est présenté, voilà, comme souvent, la cause du chômage et le levier de marche vers la réduction du chômage. Si on l'abaissait, alors, abaisser le salaire paraît difficile, à moins de revenir au 19e siècle. Là aussi, ne jouons pas nos fort peur, hein. C'est essentiellement sur la composante cotisation sociale, hein, que l'effort apporté pour abaisser le coût du travail. Hein. Voilà, si les néoclassiques parlaient du salaire réel, c'est parce qu'il n'y a pas de cotisation. Donc aujourd'hui, on modernise, c'est le coût du travail. Et donc alléger le coût du travail pour retrouver de la création d'emplois, c'est passer en gros depuis Raymond Barre, hein, en France, par l'allègement des cotisations sociales. Alors, il en reste-t-il encore à alléger, je vous avoue, depuis 1978, on allège. Donc, il faudrait voir, hein, quand on nous dit que le problème sont les charges sociales. C'est quand même assez complexe. Donc, ce qu'on voit par contre, au-delà des discours, des slogans pour la tribune et les caméras de télévision et les postures, c'est avec un relatif consensus chez nombre d'économistes qui font des travaux en économie du travail appliquée, c'est que cette mesure d'allègement des coûts du travail n'est pas une mesure qui permet de résorber le chômage. Par contre, ça peut être une mesure si on la cible sur les plus bas revenus, qui sont aussi les emplois les moins qualifiés. Et donc, alors après le débat, est-ce que ça va jusqu'à 1,2, 1,4, 1,5 SMIC? C'est un débat intéressant, mais de technicien. Mais voilà, il reste la question. Donc, pas une mesure globale pour lutter contre le chômage. L'emploi d'un ingénieur ou d'un cadre ne dépend pas tellement du coût du travail. Par contre, les études ont montré que pour des gens sans qualification ou peu qualifiés aux alentours du SMIC, la question peut avoir de l'intérêt. Alors, la question peut avoir de l'intérêt, donc l'exonération sur les bas salaires, et à ce moment-là, on a vu se développer des politiques moins globales, mais ciblant donc plutôt des types d'emplois ou des basses rémunérations, mais avec toujours le problème, c'est que si vous exonérez des emplois, que ce soit un 2, un 5, un 6 fois le SMIC, vous creusez le trou de la protection sociale. On revient à ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, et donc c'est encore le sapeur camembert qui est à l'œuvre, et donc on va se retrouver avec des problèmes d'assurance maladie, avec des problèmes de financement des retraites, voilà. Et voilà, c'est l'éternel problème. Et en fait, les travaux aussi nous montrent, à côté du fait que si on envisage ces mesures, ce serait peut-être, en faisant attention pour les
les revenus les plus proches du SMIC, si on se fait dans le cas français. C'est également l'idée que le coût du travail, en fait, c'est un faux problème. Alors, ceux qui sont dans l'entreprise vont bondir si je m'arrête là, mais comprenons-nous, l'idée c'est que ce qui est important, c'est pas le coût du travail, c'est ce qu'on appelle le coût du travail unitaire, le coût salarial unitaire, c'est-à-dire le coût salarial, salaire plus charge, le salaire chargé, mais corrigé de la productivité. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui... comment dire autrement, vous avez une relation empirique assez robuste entre la rémunération moyenne dans un pays, les rémunérations moyennes dans un pays et la productivité moyenne dans ce pays. Une corrélation positive. En gros, on a la productivité de ses rémunérations et la rémunération de sa productivité en moyenne dans un pays. Je n'ai pas dit marginal sur l'enveloppe des travailleurs. Alors il y a bien des exceptions, on peut avoir à un moment donné des situations où on peut obtenir des populations, de la productivité sans trop les payer, mais l'histoire nous montre que ça ne dure pas éternellement. Alors ça peut prendre des fois 50 ans, 80 ans, un siècle, mais souvenez-vous la révolution industrielle en France, enfin historiquement, mais voilà, parce que nous n'y étions ni vous ni moi, mais au début de la révolution industrielle, les gains de productivité étaient là, mais les rémunérations ne décollaient pas. Et c'est avec des actions à la fois collectives, les mouvements sociaux, syndicaux, et aussi les actions des politiques publiques, que rémunération et productivité ont été remises en ligne. Donc, comment dire, un travailleur, même avec un SMIC exonéré en cotisation sociale, si la personne est improductive, c'est encore trop cher. Voilà. Et donc, on ne va pas s'en sortir. Donc, on revoit la question de l'articulation des rémunérations, de la productivité. Et donc, on voit bien que ces politiques que je présente un peu une par une pour la clarté pédagogique, en fait, il faut les articuler entre elles. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'amélioration de la qualité de l'offre de travail, améliorer la productivité, la formation, et pour avoir des rémunérations qui sont en phase. Parce que c'est ça, si on veut avoir des rémunérations élevées, mais qu'on ne veut pas trop travailler, qu'on ne veut pas changer, qu'on ne veut pas suivre une formation, voilà, et bien à ce moment-là, les rémunérations ne sont pas tenables, on perd les marchés, et donc si les salaires ne baissent pas, c'est le chômage qui monte. Donc la notion, quand vous entendez parler de débat sur le coût du travail, alerte, commencez à tiquer un peu et penser qu'il vaudrait mieux réfléchir en termes de coût du travail articulé avec la productivité. C'est le concept de coût salarial unitaire. Et donc, si vous payez des gens très chers en termes de coût salarial, salaire plus charge, alors après, il faudrait voir quelle est la partie, mais en gros, si la rémunération des gens est élevée, si leur productivité est très élevée, eh bien, le coût du travail unitaire, le coût salarial unitaire est extrêmement bas et au niveau de la concurrence, la compétitivité prix sera élevée. C'est que lorsque vous avez des rémunérations, des productivités qui sont déconnectées, qu'à ce moment-là, même 1 euro, c'est toujours trop cher si la personne est payée à ne rien faire. Donc, baisser le coût du travail n'y fera rien. Voilà, c'est vraiment l'articulation coût du travail, productivité. Donc, ici, dans nos politiques actives, pour stimuler la demande de travail, l'argument « il n'y a qu'à Faucon », supprimer le SMIC, alléger les cotisations tous azimuts ou bloquer les salaires et le chômage disparaîtra et l'emploi repartira. Non, la confrontation avec les faits montre que ça ne tient pas la route. Donc, éventuellement alléger les cotisations sociales sur les bas salaires et les emplois non qualifiés pour à court moyen terme, et des politiques visant à qualifier les personnes, à améliorer la formation de façon à ce que la productivité s'élève, et à ce moment-là, c'est la condition pour que les rémunérations puissent suivre également, et de façon à ce que le coût salarial unitaire soit favorable pour le développement du pays. Voilà. Donc attention là aussi, vous voyez que cette stimulation de la demande pour sa partie spécifique, paradoxe de la productivité, paradoxe de la durée du travail, paradoxe du coût du travail, il n'y a presque que
que des pièges hein, dans la réflexion. C'est pour ça que les questions en économie du travail, en général, les travaux en économie du travail passent leur temps à essayer de démonter les représentations un peu simplistes que l'on voit, alors c'est même pas le grand public, et qui sont des fois partagés par certains dirigeants qui n'arrivent pas à comprendre même ce que leur racontent leurs conseillers sur ces questions-là, quoi, à leur grand désespoir. Et donc on a l'impression qu'on bricole toujours avec les mêmes solutions un peu enfantines, niveau première année d'université, quoi. Voilà, ce qui est bien en première approche, mais qui n'est pas satisfaisant quand on dirige parfois un pays. Alors, dans ces politiques de l'emploi, on peut cette fois-ci passer à une troisième série de remarques, l'amélioration de la rencontre entre offre et demande de travail. Donc l'idée ici, c'est pour une part de lutter contre le chômage qu'on avait appelé frictionnel, vous savez, ce chômage qui est lié à l'ajustement pour les personnes qui cherchent un emploi ou qui changent d'emploi pour un meilleur emploi. Et donc il y a des délais liés au fonctionnement du système même d'emploi. Et donc voilà, l'idée c'est de peut-être améliorer, alors ça ne réglera pas 3 millions de chômeurs, mais enfin ça permet déjà de gratter ici, gratter un peu là-bas, une autre mesure, une autre, c'est un ensemble de mesures qui fait souvent la politique de l'emploi. Et donc, il ne faut pas délaisser cet axe. Et donc, c'est la question du suivi individuel des chômeurs. Donc, quand vous regardez pour les bureaux de placement, bon, Pôle emploi pour la France, ou les alter ego dans nombre de pays, eh bien, alors tout ne se résume pas à ça, mais regardez le ratio entre combien de chômeurs à suivre pour un conseiller Pôle emploi, ou son équivalent en France, en Allemagne, au Danemark, et vous verrez des chiffres qui sont des multiples l'un de l'autre. Et donc c'est sûr que si vous avez 50 personnes à suivre, c'est pas possible. Comment voulez-vous régulièrement les rencontrer, suivre leur dossier, leur cas particulier, et donc l'insatisfaction monte, et là vous avez des pays, souvent là aussi en Europe du Nord, alors c'est sûr ça a un coût, hein, mais le chômage aussi a un coût, et pas que économique, un coût social, et donc la capacité pour un conseiller dans un bureau du travail à suivre un nombre de dossiers peut-être moindre, et on le sait, un facteur de moindre temps passé au chômage, donc de moindre inemployabilité, de moindre désespérance sociale, voilà, mais ça a un coût. Et voilà, des fois, assez souvent, on bloque pour faire ces réformes, on cherche plutôt à faire de la productivité pour le conseiller Pôle emploi, et donc ça passe statistiquement par l'augmentation du nombre de dossiers par conseiller, hein, mais ça ne règle pas le problème de la population à traiter. C'est tous les problèmes de bilan de compétences, de formation, voilà. Quelques mesures monétaires aussi, on voit la prime par exemple pour l'emploi en France. Bon, c'est une mesure en gros salariale, enfin une mesure de rémunération, de revenus, mais c'est aussi un mécanisme d'intéressement à la reprise d'un emploi, hein, une incitation à reprendre un emploi plutôt que de rester en situation de chômage. Alors, non pas que le chômeur se prélasse, on est bien d'accord, hein, mais c'est pour faire face à cette situation un peu ces situations intermédiaires où si vous retrouvez un travail, ça risque de vous faire perdre massivement un certain nombre d'éléments de protection sociale, et donc finalement ce qui vous reste à la fin du mois après avoir repris le travail parfois n'est pas très épais, alors que et finalement vous avez des fois moins que si vous viviez des aides sociales, hein. Je ne dis pas en abuser, mais voilà, vivre avec la protection sociale, et donc l'idée que la reprise d'emploi n'est pas toujours quelque chose qui est favorable du point de vue financier pour le travailleur. Alors ça peut être humainement, retrouver des contacts, avoir le sentiment de raccrocher les wagons, ce n'est pas rien, et donc la prime pour l'emploi, c'est l'idée que lorsque vous retrouvez un emploi, eh bien, on maintient un certain nombre de rémunérations, on lisse en gros le passage du financier du retour à l'emploi en vous permettant de garder encore de façon dégressive au fur et à mesure que les revenus sont élevés, de garder pendant quelques temps, jusqu'à certains niveaux de revenus, des
des aides sociales de façon à ce que la reprise du travail soit financièrement plus incitative, quoi, hein. Je sais pas s'il faut payer de l'essence pour se déplacer, quelques heures de garde pour une nounou, etc. Donc, hein, la reprise d'emploi peut être absolument pas intéressante du point de vue financier, hein, voilà. Donc, pour essayer de contourner ces problèmes et essayer d'améliorer l'appariement et que les gens ne restent pas trop longtemps ou le moins possible en situation de chômage, la prime pour l'emploi en France peut être une piste. Et puis un deuxième axe là-dedans, pour améliorer cet appariement, cette rencontre offre-demande de travail, ce sont les actions pour lutter contre le chômage qu'on avait appelé volontaire. Alors, attention, on a déjà parlé, les néoclassiques vous expliquaient qu'à l'équilibre, le plein emploi était la norme et qu'il ne restait que des chômeurs qui avaient arbitré plutôt pour le loisir que pour le travail. Et donc, c'était un chômage qui qualifiait de volontaire au sens où c'était le fruit d'un choix d'affectation du temps, finalement. Et dans une société libre, il fallait respecter ce choix. Et donc, au plein emploi, hein, c'était tous les gens qui souhaitent travailler aux conditions de rémunération du marché ont un emploi, les autres, sous-entendu, ne veulent pas, donc ils sont chômeurs volontaires. Et donc, si cette analyse qui des fois était ce qui était proposé pour expliquer tout le chômage, vous vous souvenez, hein, l'intégralité du chômage, on avait retaillé la situation en disant que ça, c'est une catégorie qui existait, il ne fallait pas être angélique, mais qui était une couche parmi le chômage classique, le chômage conjoncturel, le chômage frictionnel. C'était une des composantes du chômage macroéconomique. Et donc, si on est bien d'accord qu'on évacue ce chômage comme étant 100% du chômage ou 0% par angélisme, eh bien, on peut dire à ce moment-là que voilà, il y a des mesures qui peuvent être incitatives pour essayer à une recherche peut-être un peu plus active d'emploi chez certains. Alors, suivant les pays, on va voir toute la galaxie, hein, c'est-à-dire que ça peut passer par le durcissement de certaines conditions d'indemnisation, dans l'octroi de certaines aides sociales, avec des conditions d'être plus restrictives sur les montants, la durée, peut-être un petit peu plus de contrôle, hein, au niveau de certaines ruptures conventionnelles, un peu comment dire, de confort, hein, pour rester politiquement correct. On en avait parlé, hein, dans les économies valléennes, ici touristiques, c'est un gros problème. Hein, c'est un gros problème. Ce n'est pas tout le problème, mais c'est un gros problème. Et le nier est absolument hallucinant, quoi, hein. Donc, c'est un problème. Et donc, c'est toute la question des mécanismes d'intéressement pour le retour à l'emploi. Et donc, alors là aussi, vous retrouvez toutes les options politiques sur la table. Vous avez les versions, on va dire, très dures, qui passent par l'affaiblissement de la négociation des salariés, la réduction rude des aides sociales, qui accroissent la pauvreté. Voilà, donc on a eu voilà, un certain nombre de situations à l'anglaise, comme ça, hein, qui ont été, enfin, version un peu thatchérienne, hein, puisqu'après Tony Blair, quoi qu'on en dise, il a passé son temps à remettre du service public, et ça, en général, les gens ne veulent pas entendre parler, mais c'est l'essentiel de son œuvre, de reconstruire un peu ce qu'avait pas cassé le thatchérisme. Et en France, enfin, dans les solutions à la scandinave qui, elles, ont le curseur un petit peu de l'autre côté, autour de ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Donc, l'idée, c'est qu'on essaie absolument d'éviter la précarité, la pauvreté. On va développer un fort investissement sur les travailleurs, donc c'est un coût budgétaire assez conséquent. On va avoir un suivi avec peu de personnes par conseiller Pôle emploi, enfin l'équivalent de Pôle emploi. Donc on va mettre, comment dire, le paquet financièrement sur le suivi des chômeurs, y compris en termes d'efficacité, mais en contrepartie, il y a une exigence qu'on raconte, on n'explique pas trop aux gens, hein, c'est qu'en contrepartie, c'est pas qu'un problème d'argent, il y a des exigences fortes envers le travailleur pour qu'il soit assidu, qu'il se forme, qu'il soit impliqué, et s'il va se prélasser un peu mollement, tout
tout système social-démocrate généreux scandinave, Europe du Nord, il va avoir de lourdes sanctions sociales. Hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il ne faut pas idéaliser. Il y a des contreparties. On mise beaucoup sur vous, on met énormément de moyens sur vous, mais on attend beaucoup de vous, ou en tout cas que vous fassiez le plus possible. Hein. Et la France est un peu schizophrène, c'est-à-dire que la France, on n'a pas vraiment choisi, c'est-à-dire que alors on met, quoi qu'on en dise, quand même beaucoup de fonds par certains côtés, par d'autres peut-être pas assez, on est d'accord. Et donc nous on a en gros les budgets relativement importants malgré tout, et l'inefficacité. Hein, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas vraiment voulu choisir. Hein, et donc finalement on dépense beaucoup pour une efficacité qui laisse quand même beaucoup à désirer. Voilà. Et donc le thème de la flexi-sécurité était avec les mesures Hollande et El Khomri, c'était le mot qui était évoqué, le début du septennat Macron, bon après avec les subprimes, on a l'impression qu'on a tout arrêté, quoi, mais et avec la difficulté que dans flexi-sécurité, comme s'il fallait suivre l'ordre lexicographique, comme ça s'écrit par flexible, on commence par flexibiliser, et puis on explique aux gens que mais vous allez voir de même, la sécurité va venir. Et vous avez tout de suite compris, c'est-à-dire que ce discours est inaudible, puisque les gens avaient la démonétisation de la parole politique, les gens ont compris qu'ils vont avoir la flexibilité accrue, mais que la sécurité, c'est loin d'être évident, et encore, ils n'y croient pas. Et donc on pourrait, mais faut-il l'appeler la sécu-flexibilité, ou je ne sais pas comment, ou la sécurité-flexibilité, mais en tout cas, il me semble que dans les agendas politiques, si c'est le genre de réforme, sous réserve que les modèles scandinaves fonctionnent mieux, pourquoi ne pas commencer par donner des gages de sécurité accrus, au risque de faire hurler certains, et après, quand le terrain est assuré, que on voit que ce ne sont pas que des vaines promesses, à ce moment-là, réfléchir à la flexibilité. Mais là, encore une fois, et ça va être notre quatrième point, le point ultime ici, de filmage de cette séquence qui va être assez longue, c'est de regarder puisqu'on parle de flexibilité, vous voyez déjà que dans le titre, j'ai mis un S, parce que c'est vraiment peut-être un des mots les plus explosifs dans les relations sociales. Et donc, alors s'adapter au changement par le développement des flexibilités. Alors là aussi, s'adapter au changement, j'espère que vous n'avez pas fait de malaise, c'est pas uniquement qu'un propos managérial. Je suis désolé, dans l'histoire, on observe que les sociétés évoluent, les sociétés changent, et donc l'adaptation est quelque chose de nécessaire. Sinon on disparaît. Alors après, ça peut être récupéré dans un discours pseudo-managérial pour faire avaler des couleuvres aux gens, mais là, ici, dans mon propos, c'est bien tout simplement le constat basique que feraient tous les historiens, que les sociétés évoluent, et donc l'espèce humaine, comme d'autres espèces, doit s'adapter aux conditions, sous peine de disparaître. C'est dans ce sens-là que je le prends. Et donc, la thématique des flexibilités, c'est une thématique un peu explosive, parce que le mot est polysémique, et donc c'est, si vous voulez organiser un plateau cacophonique qui va virer au pugilat, lancer une thématique sur la flexibilité, et en général, ça ne coupe pas. Alors, il y a une typologie qu'on doit, professeur, consultant, spécialiste des questions du travail, qui s'appelait Bernard Brune, et qui, justement, face au côté polysémique du mot flexibilité, avait, dans les années fin 80, je crois, début 90, fin 80, avait proposé une typologie pour essayer de s'entendre derrière le mot flexibilité. Alors, sans ordre particulier, vous présentez ces 5, on terminera là-dessus. Tout d'abord, la flexibilité salariale. Alors ça, c'est celle que vous avez vue, par exemple, chez Néoclassique, qui vous disait
si on adapte les rémunérations à la situation du marché du travail et à la conjoncture, à ce moment-là, ça devrait avoir un impact sur le chômage, etc. Donc la flexibilité salariale, c'est le fait de faire varier la rémunération des salariés, le salaire ou salaire à plus charge et le coût du travail. Et donc, ça peut être un amortisseur pour essayer de faire, de s'adapter, d'adapter l'emploi aux conditions de la conjoncture. On s'aperçoit qu'au moins depuis l'entre-deux-guerres ou la fin 19e, c'est essentiellement là-dessus que Keynes écrivait pour lutter, pour s'opposer au néoclassique. Keynes disait aux néoclassiques, au tout début de l'entre-deux-guerres, il leur disait « mais arrêtez vos analyses, les salaires ne sont pas flexibles, ils sont rigides à la baisse, donc il faut faire une économie, des prix rigides, au moins à court terme, et des salaires rigides à la baisse à court terme, plutôt que de le nier. » Donc il est parti de ce point de vue-là, et donc il a bâti sa théorie keynésienne, donc on en avait parlé. Donc premier axe, la flexibilité salariale. Et donc, quand vous employez le mot flexibilité, ça veut dire que pour certains, ils commencent à toucher leur portefeuille, leur porte-monnaie, et vous soupçonnez de vouloir leur faire les poches. La flexibilité, ça peut être également ce qu'on appelle la flexibilité quantitative externe. Alors, ça fait un peu jargon de technocrate, mais enfin, tous les mots sont importants. Flexibilité quantitative externe, ça veut dire que c'est l'entreprise qui va adapter le nombre d'emplois, quantité, externe à la conjoncture, au sens où, quand la conjoncture est forte, on va avoir tendance à embaucher, à utiliser, ou du moins à faire en CDI, en CDD, en intérim, avoir recours à plus de main-d'œuvre, dont la quantité d'emplois va augmenter, et où le volume travaillé va augmenter. Et lorsque la conjoncture est basse, à ce moment-là, flexibilité quantitative externe, vous allez ne pas reconduire les CDD, vous allez licencier des personnes, vous allez moins embaucher, et donc les effectifs, en gros, s'adaptent, et le volume horaire travaillé globalement, vous essayez de lui faire suivre les évolutions de la conjoncture. Et donc, ça, c'est toute l'économie jusqu'au 19e, voire jusqu'à l'entre-deux-guerres. Le mot même de journalier vous donne une base, et donc c'est les gens qui sont le long du mur de l'usine, et chaque jour, ils vont voir si aujourd'hui il y a du travail, si on les emploie ou pas, revenez demain, voilà. Et donc, cette partie de l'effectif qui fonctionne, ce sont les CDD pour nous, c'est tout l'emploi qu'on appelle précaire, l'intérim. Voilà. Alors, sauf, je ne parle pas de l'intérim qui roule sur un temps long, ça c'est répréhensible, mais je parle vraiment du CDD et de l'intérim non dévoyé. Et donc, c'est le moyen d'adapter les effectifs et le volume horaire travaillé aux évolutions de la conjoncture. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous employez déjà le mot flexibilité, pour certains, ça peut être la hausse, mais souvent la baisse qui est crainte des rémunérations. Pour d'autres, ça peut être mon contrat est renouvelé ou pas, il y a du travail ou pas aujourd'hui, flexibilité quantitative externe. Troisième signification de flexibilité, qui n'évoque pas la même chose, c'est la flexibilité qu'on appelle quantitative interne. Donc là, c'est une question d'adaptation du temps de travail dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas forcément les 35 heures, c'est plutôt la question des heures supplémentaires, par exemple. Et donc, en phase d'expansion, s'il y a à produire, s'il y a des carnets de commandes, on va avoir tendance, en dehors de la question de l'embauche, à avoir recours à plus d'heures travaillées, et on va voir arriver un recours aux heures supplémentaires. Par contre, lorsque vous n'avez pas de carnet de commandes, vous avez moins recours aux heures supplémentaires, puisque il y a peu d'activités à effectuer. Alors après, il y a des particularités. Si vous employez moins parce que vous n'êtes pas sûr de la reprise, mais que vous chargez le travail en augmentant les heures supplémentaires, on peut avoir des moments où, malgré la conjoncture basse, on peut faire beaucoup d'heures supplémentaires, mais sur moyen long terme, on observe que voilà, il y a un lien assez fort entre le recours au volume d'heures travaillées et la conjoncture. Donc, flexibilité salariale,
flexibilité quantitative externe, l'entreprise vue comme une pompe qui aspire en gros et qui refoule des effectifs. Flexibilité quantitative interne, c'est la modulation du temps travaillé, alors y compris les horaires, les 3-8, tous les arrangements, si vous voulez, sur les horaires, l'étalement sur 5 jours, de travailler le samedi matin ou pas, les permanences le week-end, les questions de suggestion, de temps de travail, est-ce que je suis en veille, est-ce que c'est du temps de travail ou pas, est-ce que le temps de repos d'un transporteur routier sur une aire pour respecter le temps de travail, est-ce que c'est un temps qui est rémunéré ou pas? Voilà, enfin, il y a toutes ces questions, tout ce qui tourne à la question des heures travaillées. Donc, on est à 3. Flexibilité, quatrième, fonctionnelle. Encore autre chose. Flexibilité fonctionnelle, c'est tout simplement l'idée que les salariés peuvent certes garder leur contrat de travail, mais changer d'emploi, évoluer, changer de poste. Alors totalement ou en partie, avoir une redéfinition des missions. Et donc là, c'est une flexibilité fonctionnelle qui joue plutôt sur le contenu du travail. Donc c'est une forme interne de flexibilité, mais c'est l'évolution de votre définition de poste. Donc c'est là où vous avez les questions de formation, de compétences, de responsabilité, de gestion, et là où la gestion prévisionnelle de l'emploi, pour éviter la flexibilité quantitative externe, négative en se séparant de personnes, une bonne flexibilité fonctionnelle, c'est-à-dire une bonne gestion prévisionnelle de l'emploi, peut permettre de faire glisser les gens de tâches vers d'autres tâches sans qu'ils soient exclus de l'entreprise. Vous voyez, donc on peut réutiliser ces mots de flexibilité à ce propos. Développer la flexibilité fonctionnelle peut permettre de limiter le recours à la flexibilité quantitative externe, par exemple, et permettre éventuellement, si vous progressez, une flexibilité salariale à la hausse, vous pouvez en même temps ne pas être licencié, glisser en termes de mission, peut-être prendre des responsabilités et avoir une rémunération plus importante. Vous voyez, donc les flexibilités peuvent s'articuler entre elles dans un sens ou dans l'autre, et c'est vraiment un terme, vous le comprenez, explosif, du fait de sa polysémie. Et alors, c'est pas fini, puisque vous avez une dernière acception du mot flexibilité, c'est la flexibilité, enfin, on l'appelle pas flexibilité, c'est externalisation. Alors, externalisation, c'est le mot, c'est-à-dire si l'entreprise c'est l'interne, l'externalisation, bien c'est quand l'entreprise trouve de la flexibilité en confiant à d'autres travailleurs à l'extérieur de l'entreprise la réalisation des tâches plutôt que de le faire en interne. Elle fait faire plutôt que faire, et elle achète la production. Donc là, ça va être le recours à la sous-traitance, ça va être le recours à d'éventuelles délocalisations. Encore une fois, souvent exagéré, leur nombre est ridiculement faible et est inversement proportionnel à l'obsession sur ce mot par nombre de commentateurs et dans la population. Enfin bon, on ne va pas partir là-dessus, ce serait un autre thème. Mais voilà, tout ce qui est le fait que vous faites faire plutôt que de faire en interne. Et donc, ça a un impact, effectivement. Si vous faites faire, ça veut dire que vous ne faites plus en interne, et donc les gens qui faisaient en interne, que vont-ils faire? Vous en séparez, flexibilité quantitative externe, ou vous les recyclez, vous les réutilisez, flexibilité fonctionnelle sur d'autres missions. Voilà, donc voilà, encore ces flexibilités s'articulent avec la question des rémunérations, flexibilité flexibilité salariale, pardon. Voilà. Donc, vos 5 flexibilités salariales, on a dit, quantitative externe, quantitative interne, les horaires, fonctionnelle, la mission, les formations, le poste, et externalisation, le faire-faire. Donc vous voyez que ce mot justifiait largement le S dans le titre, et ces flexibilités, donc c'est quelque chose qui, voilà, si on reprend l'idée, les sociétés évoluant, changeant, dans ce sens-là, c'est pas dans un discours managérial,
on s'adapte pour avaler des couleuvres. Non, non, voilà, les sociétés évoluent, et donc au niveau de l'entreprise, il faut qu'elle s'adapte aussi, sinon tout simplement elle disparaît, hein, et donc ses missions ne sont plus remplies. Et donc on voit qu'il y a 5 grands leviers autour de l'adaptation qu'on appelle de la flexibilité. Voilà. Et donc, ceci permet, voilà, cette grille permet de comprendre, de décoder aussi pas mal de situations. Et donc, il peut y avoir des politiques favorisant tel ou tel type de flexibilité, mais on a vu qu'elles s'articulent, donc privilégient l'une par rapport à l'autre, et sûrement une impasse. Il faut voir comment on peut construire des évolutions, des adaptations, si possible en les subissant le moins possible et en étant proactif, comme on dit, si ça ne fait pas trop pour vous langage managérial, enfin c'est le mot, quoi, en essayant d'anticiper, de prévoir pour éviter de subir les situations. Voilà, donc séance longue finalement, mais qui clôt en même temps la thématique. Alors, il faut bien s'arrêter à un moment donné, ces regards croisés sur le chômage, donc il nous a permis, en prenant un thème, d'apprendre 2-3 choses, je pense, sur cette thématique, en variant les approches historiques, théoriques, factuelles, passées, présentes, et également de répondre à une demande depuis des années, un peu difficile à satisfaire, d'avoir une sorte de trame d'histoire de la pensée économique, l'idée sous-jacente étant que vous sentiez bien qu'il y avait les schémas de pensée n'étaient pas neutres et pouvaient influencer telle ou telle mesure, ce que j'ai essayé de vous montrer. Alors, je n'ai pas fait tous les courants, les moindres pensées, etc., mais j'essaie de m'appuyer, en prenant le chômage comme conducteur, sur quelques grands axes. Après, il peut y avoir des théories plus sectorielles suivant le thème qu'on étudie, hein. Mais ça, je le faisais au gré des thèmes. J'allais chercher tel ou tel auteur qui était inspirant pour la thématique ou le problème que l'on avait. Mais là, ça a permis peut-être de faire une fresque plus large sur cette thématique du chômage, puis c'est un sujet assez partagé. Voilà, donc c'est la fin de ce parcours. Donc je pense 19 en tout séances en présence à Séméac, mais pour l'essentiel en vidéo. Et alors finalement, le réaménagement de calendrier pour je ne sais pas comment il faut l'appeler d'ailleurs, le confinement ou pas, enfin la troisième phase de retrait, là, en fait, de diminution des interactions sociales et spatiales, eh bien, tombe finalement pas trop mal, puisque nous allons avoir 2 semaines d'interruption. Hein, le calendrier de l'UTL a été adapté au nouveau calendrier scolaire et universitaire. Donc, interruption de 2 semaines. Et dans 3 semaines, donc, nous retrouverons donc pour 5 séances, je crois, jusqu'à fin mai, 4 ou 5 séances. Et donc là, je vais traiter de la crise du Covid. Alors, je ne vais pas vous parler de médecine, de vaccins, IACA, Faucon, etc. Donc, c'est pas ma partie, mais l'aspect économique de cette crise. Et donc, plutôt la crise et ses manifestations, parce qu'elle est originale. Donc, on fera un petit topo sur les crises, on positionnera la crise du Covid par rapport aux autres crises. Donc ça permet malheureusement d'étendre la typologie des économistes sur les crises. Bon, c'est pas inintéressant, il faut positiver. Et autour de la crise, on verra quelques thématiques qui ont émergé à ce propos, donc les chaînes de valeur, la relocalisation. Enfin, voilà, j'essaierai de travailler sur des thématiques liées, voilà, mais tout l'aspect médical, savoir si c'est un virus chinois, si c'est le pangolin, etc., et autres joyeusetés, ça, je suis totalement incompétent, c'est pas la partie. Donc, la crise et ses manifestations, le type de crise, et puis des questions à propos de cette crise qui se posent, qui ont été évoquées, que vous avez vu passer dans la presse d'actualité, et essayer dans le temps imparti pas de vous réciter un catéchisme, de vous vendre des positions, hein, mais essayer de clarifier un certain nombre d'enjeux. Voilà, et je pense qu'avec le temps imparti, alors ce ne sera pas exhaustif, hein, voilà, mais on a une enveloppe pour permettre
de traiter un certain nombre de questions de façon intéressante. Donc, interruption 2 semaines, portez-vous bien et à bientôt sur la thématique crise Covid, manifestations et enjeux. Au revoir.